Et nous a rejoint sur ce plateau Cécile Beaudouin, tête de liste LFI à Brest. Cécile Beaudouin, seule femme sur cette campagne aussi à Brest. Un mot sur le résultat. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler justement ? Écoutez, on sort avec 15-39% des voix de ce premier tour des élections municipales. Donc pour nous, c'est une étape qui a été réussie. C'est historique ce qui se passe parce que ça veut dire que la gauche de rupture va entrer au conseil municipal ici à Brest. Et ça n'est jamais arrivé auparavant. Donc évidemment, c'est une première étape réussie qui est à l'image d'une campagne réussie qui a été joyeuse et positive. Et donc on s'en réjouit bien sûr. Donc vous allez évidemment aller au second tour. Oui, tout à fait. Alors nous, ce qu'on a expliqué depuis le départ, c'est que on est évidemment ouvert à la discussion, favorable à une union de la gauche. Tout doit être discuté. Rien n'est fait à l'heure actuelle, bien sûr. Comment est-ce que vous qualifiez justement votre campagne et globalement la campagne brestoise, qui en fin de parcours a été quand même assez dense, on va dire, et puis dure? Ça a été dense en actualité, tout à fait. Nous, on a vraiment fait le travail qu'on comptait faire. Par exemple, on s'est placé nettement devant l'extrême droite dans ce premier tour, et ça, c'est évidemment également une victoire. Le vote antifasciste a été fort dans ce premier tour des municipales. C'est une très bonne chose, bien qu'évidemment l'extrême droite soit présente au second tour. C'est la première fois depuis 1995 qu'elle a la possibilité d'entrer au conseil municipal. C'est quelque chose qui sera évidemment dans notre campagne de second tour. Quelle que soit d'ailleurs la configuration. Comment allez-vous mener cette campagne ? Eh bien, on va la mener comme on a mené celle du premier tour, avec enthousiasme, détermination, sérieux, pour proposer finalement quelque chose qui répond aux aspirations des Brestoises et des Brestois qu'on a senti dans ce premier tour. C'est une aspiration à un changement, à de nouvelles manières de faire de la politique, à de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles personnes. Donc voilà, ça va être notre objectif. Yves Pagès, LFI d'un côté, vous de l'autre côté. Finalement, à Brest, voilà, les extrêmes poussent aussi. Les extrêmes, c'est votre mot. Moi, je ne me considère pas comme un extrême. Moi, j'ai un parcours politique que je ne situe pas aux extrêmes. Tout ça, ce sont des mots. Il faut savoir ce qu'on met derrière. Moi, j'ai été maire, j'ai été conseiller général, dans des formations qui n'ont jamais été qualifiées d'extrême. Si je vois le projet actuellement du Rassemblement national, c'est du copier-coller avec Juppé, Pasqua, Pandro de 90-95. Donc ça n'a pas changé. Donc voilà, à l'époque, on ne parlait pas d'extrême droite pour ces programmes-là. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu une évolution des partis politiques, notamment du centre droit, qui a évolué depuis, qui n'a pas repris un certain nombre de ces thèmes de prédilection en matière de régalien et de sécurité. Mais moi, je pense avoir gardé cette ligne-là, au moins sur ces thématiques, et je ne vois pas pourquoi vous parlez d'extrême. Bon, ceci dit, on va entrer au conseil municipal, ça c'est sûr, voilà. Peut-être que j'aurai d'ailleurs le bénéfice au deuxième tour de Beson plus Chénier, ça fait déjà quand même 6 points. Voilà. Et puis il y a l'inconnu Roudotte, ce qu'il souhaite un rapprochement, c'est à lui de le dire. Mais c'est pour lui, c'est la seule façon d'être maire. Il ne peut pas faire autrement. Didier Le Gac. Non, c'est quand même clairement un échec pour le Rassemblement national sur Brest. Et je m'en félicite bien évidemment. Et a priori aussi en Bretagne. La Bretagne reste complètement étanche aux idées du Rassemblement national. Et c'est plutôt la bonne nouvelle de ce soir. Ce résultat vient confirmer les précédents scrutins, qu'ils soient nationaux ou régionaux, en défaveur du Rassemblement national. Mais c'est quand même un échec lourd pour le Rassemblement national à Brest, parce qu'il faut quand même rappeler que le thème numéro 1 de la campagne municipale, c'était l'insécurité, ou l'un des thèmes principaux quand même, c'était l'insécurité. On nous disait les Brestois complètement très préoccupés par ce sujet, et alors que le Rassemblement national aurait dû pouvoir surfer sur ce thème, il fait à peine 10%. Jean-Jacques Urvoas, le score justement de LFI, la percée peut-être de LFI sur ces élections. Oui, mais en fait, quand vous posez la question, vous voulez une réponse par rapport à l'élection présidentielle. Et je crois que ce sont 2 élections totalement différentes. Je pense que ce sont 2 grammaires différentes, de modes de scrutin différentes, 2 dynamiques différentes. Et donc, à cette question qui a été rituelle pendant toute la campagne, est-ce que c'est
un avant-premier tour de l'élection présidentielle, parce qu'on a quand même ça dans l'esprit, les municipales de 2001, est-ce qu'elles annonçaient 2002 ? Donc moi je crois fondamentalement que ça nous donne une indication sur les recompositions politiques en cours. Ça me paraît lié. Quand l'électeur dépose un bulletin de vote dans l'urne, on ne peut pas imaginer qu'il soit désinvolte, surtout quand la participation n'est pas aussi forte que ce que l'on aurait espéré. Ceux qui sont allés voter ont choisi quelque chose, mais ils ont choisi, me semble-t-il, sur des thématiques locales. Donc je ne crois pas que ça soit une forme de primaire généralisée sur l'élection présidentielle. Je crois que ça annonce des tendances, ça annonce des dynamiques, mais que ça ne préfigure pas le scrutin présidentiel de l'année prochaine. D'autant qu'on parlait d'un scrutin et d'une campagne qui se droitisait, où les questions d'écologie étaient mises de côté, que la sécurité était aussi mise en avant. Là, pour le coup, c'est le constat que vous avez pu faire, Cécile Beaudoin, durant cette campagne. Je souligne quand même que la dynamique, elle est aussi nationale. Les listes de la France Insoumise ou soutenues par la France Insoumise sont au second tour dans des centaines de communes. Et ça aussi, c'est historique. C'est pas uniquement une situation brestoise. Évidemment, la campagne du premier tour a tourné autour de certains sujets qui sont absolument pas des sujets que l'on élude. On a très bien dit et répété que la sécurité est un sujet important de notre point de vue également. Mais le second tour va être aussi l'occasion de faire exister d'autres thèmes dans cette campagne. Vous avez parlé de l'écologie, il y a évidemment le logement, la santé, l'école. Et ça va également être l'un des buts de notre campagne de second tour. Merci, on va évidemment enchaîner avec les résultats et on part dans les Côtes-d'Armor, du côté de Lannion où Éric Robert est en tête. Lucas. Absolument, Christophe. Les résultats pour Lannion viennent de tomber. Ils sont 5 à ce Alors, ils vont arriver d'ici quelques petits instants sur vos écrans. On va regarder ça. On va regarder ça, absolument. Attention. Les résultats pour Lannion, les voici. La liste Union de la gauche menée par Éric Robert prend la tête de ce premier tour avec 43,87% des voix. Suivi de la liste d'Hiver Gauche Lannion Collectif menée par Michel Diverchy avec 28,17% des voix. Suivi pour la première fois de la liste Osons Lannion, Rassemblement National menée par la jeune Blanche Le Goffic avec 18,99% des voix. C'est historique dans le Trégor. Suivi ensuite de la liste extrême gauche, Résistance ouvrière à l'austérité menée par Karine Weber avec 4,72% des voix. Suivi enfin de la liste d'extrême gauche, Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, menée par Yann Guéguin avec 4,24% des voix. À noter que le taux d'abstention à Lannion était aujourd'hui de 40,88% des voix. Merci Lucas. Allez, je vous propose d'écouter tout de suite Éric Robert qui justement est arrivé en tête à Lannion. Écoute. Un petit peu de suspicion, mais bon, arriver avec près de 43, presque 44% des voix, voilà, ça me réjouit de voir que finalement, ce qu'on a pu faire jusqu'à présent et ce qu'on propose de faire avec une équipe qui, pour les 2 tiers, sont renouvelées, visiblement a séduit. Donc, j'y vois un signe d'encouragement. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on retrouve à peu près les mêmes écarts. C'est ce qui risque de se produire, mais moi, je ne vais pas me reposer là-dessus. Comme je vous l'ai dit, on va continuer à parler, à communiquer sur notre programme et essayer de séduire le plus grand nombre. J'ai vraiment une équipe qui tient la route. En tout cas, je m'en réjouis. Et nous sommes de retour en plateau. Stéphane Roudotte nous a accueilli. Nous, on l'accueille sur le plateau. Il nous a rejoint. Voilà, je t'en perds mes mots. Un mot, Stéphane Roudotte, justement, sur cette élection à Brest. Ce résultat, aujourd'hui, Yves Pagès, en face de vous, dit si Stéphane Roudotte veut gagner, il doit nous appeler. Écoutez, moi, c'est bien ça, hein. Je vais au second tour, sans alliance, ce soir, avec aucune discussion avec Monsieur Pagès, parce que je crois qu'il représente des idées qui ne correspondent pas à Brest, et qu'aujourd'hui, j'appelle toutes celles et ceux qui rejettent le maire en place à me rejoindre. C'est ça le message. C'est quoi? Aujourd'hui, on est sur le 5e mandat, le mandat de trop, et c'est ce contre quoi vous vous battez notamment sur cette élection. Je crois que la ville de Brest et la métropole ont besoin d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle méthode et d'un nouveau projet. Et l'incarnation de notre liste, une nouvelle histoire pour Brest, est là, ce soir, à 30%, et est en capacité de l'emporter dimanche prochain. Mais arithmétiquement parlant, on peut entendre Yves Pagès qui dit voilà, si on fait les calculs, Monsieur Beson, Monsieur Pagès, Monsieur Yénière, on arrive à bon an mal an à 13 ou 16% supplémentaires. Est-ce que vous leur faites quand même d'une manière ou d'une autre un appel du pied pour vous rejoindre? L'arithmétique, c'est souvent une question de coulisses. C'est important les coulisses aussi en politique. C'est une question de tambouille. Quand on présente une liste au premier tour, on doit tout mettre en œuvre pour la présenter au second. C'est ça le message.
et pas d'aller dans des combinaisons pour sauver son poste ou sauver je ne sais quoi. Notre message, il est clair, notre projet est solide, et l'alternance dimanche prochain, c'est nous qui l'incarnons. Quel regard vous portez sur la campagne que vous avez pu mener ? Ça fait longtemps que vous êtes parti en campagne. Vous étiez un des premiers. C'est une campagne de terrain fondée sur l'écoute, les préoccupations réelles des Brestoises et des Brestois. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui de virer en tête dans des proportions très importantes. Vous entendez quoi du second tour maintenant ? La victoire, tout simplement, et d'être en capacité de rassembler plus largement que ce Qu'est-ce qu'il a manqué encore. pour rassembler plus largement ? Qu'est-ce qu'il a manqué ? Je crois qu'il y a surtout une offre politique de 10 listes qui va devoir choisir. Les électeurs vont devoir choisir, puisqu'ils ont fait un premier vote ce dimanche, un second dimanche prochain. Et je crois qu'il y a des personnes qui vont s'interroger parce que le changement et l'alternance sont à portée de main. Alors, avant de vous retrouver, de vous écouter de nouveau, on va retrouver Enora Lenôtre à Concarneau, qui est en compagnie de Thomas Lebon. Enora. On t'entend pas, Enora, vas-y. Ah. C'est bon. On est là. Écoute, sur les 5 listes, il y a 4 candidats à Concarneau qui s'affronteront au second tour. Donc les 2 anciens maires, André Cublin et Gilbert Lepris, Quentin Le Gaillard et Thomas Lebon. C'est la liste qui est arrivée en tête. Vous êtes avec moi. Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat ? Oui, c'est un peu surpris de l'écart. On n'attendait pas à notre liste soit apportée plus haut par les sondages. On est vraiment très contents et je pense que c'est la reconnaissance du travail qu'on a accompli. On a beaucoup travaillé, on a aussi une grosse exposition. Enora, le duplex n'est pas extraordinaire, Enora. On va devoir interrompre parce qu'on n'entend pas super bien. On va revenir d'ici quelques instants. Écoute, on va d'abord faire un saut à Rennes où on retrouve Romain Roux, journaliste au Télégramme. Salut Romain. Bonsoir. Ah bah, on t'entend. Environ 90% des bureaux de vote dépouillés. On en arrive avec Nathalie Appéré-en tête avec 34% des voix. Bon, alors, le son, c'est pas extraordinaire non plus. Le candidat Centre droit à compagnon à 22%, suivi derrière par... Bon. On n'entend pas non plus, Romain. Décidément, on a un petit problème de son. Là, on va refaire un test avec peut-être Enora à Concarneau, voir si la situation s'est améliorée. Romain, tu restes avec nous. Hein. Alors Enora, hop là, pas Enora, et voilà, on a perdu Enora. Bon, on le retrouvera tout à l'heure, voilà. On est en direct, hein, et c'est les aléas évidemment du direct. J'espère que tout se passe bien à Concarneau, que c'est pas trop violent en tous les cas. On va revenir évidemment à Brest. Aujourd'hui, quand on voit la configuration de ce second tour, comment est-ce que vous allez mener sur quel thème est-ce que vous allez pouvoir essayer de rassembler un peu plus, faire la différence, Stéphane Roudotte ? Les thèmes que nous portons depuis le départ. C'est-à-dire la sécurité, la nécessité de vivre au quotidien, la question de l'inclusion, la question de la rénovation de l'ensemble des bâtiments aujourd'hui municipaux et métropolitains, et d'aller au contact dans des proportions encore plus importantes que sur ce premier tour. Yves Pagès, aujourd'hui vous avez Stéphane Roudotte en face de vous, vous lui dites quoi ? Écoutez, chacun est libre de ses choix. Hein. Il y a 4 listes qui peuvent se maintenir, effectivement. À gauche, je ne sais pas ce qu'ils feront, s'ils se rapprocheront ou s'ils joueront chacun leur propre destin. Moi, je pense que si Stéphane Roudotte veut être maire de Brest, il doit impérativement essayer d'élargir son assiette à droite. S'il part tout seul, il fera peut-être un bon score, mais il ne sera jamais maire de Brest. Voilà, maintenant... il paraît qu'on a des valeurs différentes, alors c'est essentiel, ça c'est sûr. Vous ne serez jamais maire de Brest si vous ne ratissez pas plus large. Mais je crois que ce n'est pas à M. Pagès, au final, de décider comment les Brestoises et les Brestois vont voter dimanche prochain. Faites-leur confiance, M. Pagès. Ils feront un bon choix, probablement. Et quand les urnes parlent, voilà... Je crois que globalement, ce premier tour a montré donc que l'extrême droite était hors jeu, ça c'est acté. Je tiens quand même à préciser que le choix ne va pas forcément être une alternative simple entre la liste de M. Roudotte et la liste de M. Cugnandre. Il existera sans doute, peut-être, on verra, une troisième voie et c'est quelque chose que l'on portera avec plaisir. On parlait de troisième voie, autre façon de faire. Tout à l'heure, on évoquait Auray ou Claire Masson, seule liste citoyenne justement en Bretagne, était à 42%. Ça, ces listes-là, on les voit finalement relativement peu. Je parle aux parlementaires qui sont là et
Monsieur le ministre aussi, qui pourra nous dire peut-être un mot là-dessus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une place pour ces listes-là et pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas suffisamment aujourd'hui dans le paysage politique? Il y a justement, regardez Thomas Lebon. Thomas Lebon qui a quitté LFI depuis plus d'1 an et qui, parce qu'il a compris que c'était une impasse, a mené un projet complètement différent. C'est une réalité. Et aujourd'hui, il est à 34%. Il fait une vraie liste citoyenne. Auray, c'est un autre cas. Ce sont des élections locales. Et localement, alors dans les communes un peu plus grandes, évidemment Brest, il y a une dimension politique plus importante, mais dans les communes jusqu'à 20 000 habitants, les gens ils votent pour des personnes et pour des équipes. Donc si vous faites une bonne équipe citoyenne, vous avez effectivement des chances. Après, c'est différent dans les villes un peu plus importantes, avec un enjeu politique un peu plus présent. Didier Le Gaquin. Dans les petites communes ou communes rurales de ma circonscription, il y avait plusieurs listes citoyennes et on voit ce soir qu'effectivement, aucune d'entre elles n'a réussi à être élue et que c'est souvent le maire sortant qui est réélu. Il y avait un article très intéressant dans Le Monde de cette semaine sur les listes citoyennes qui ont été élues en mars 2020 et où, au bout du compte, la révolution démocratique attendue n'a pas eu lieu en fait. Ces listes citoyennes n'ont pas abouti sur quelque chose, sur le grand Big Bang, sur le grand soir de la démocratie et de la révolution participative. Ça n'a pas été le cas. Et en tous les cas, ce soir, on voit que... Parce qu'effectivement, si le maire est là, sortant, qui fait du bon boulot, pourquoi aller voter pour une liste citoyenne? Et puis beaucoup de gens aussi ont du mal à comprendre ce terme. Pourquoi citoyen? Ça voudrait dire que les autres ne sont pas des listes citoyennes. Quand on est élu dans un conseil municipal, qu'on est mère de famille, qu'on est soi-même mère célibataire avec 2 enfants, qu'on va travailler tous les jours, on est tous des citoyens. On a nos parents qui sont dans des EHPAD, on a des enfants en difficulté. On est tous des citoyens qui vont au conseil municipal. Et s'entendre dire par des gens qui arrivent et qui nous disent « nous, on est des vrais citoyens et on va faire une révolution démocratique », c'est compliqué parfois à entendre. Pour les lecteurs. On voit encore que finalement, toutes ces listes-là ne fonctionnent pas si bien que ça. On a besoin d'avoir des bases, on va dire, des fondamentaux qui reviennent. Jean Curvas. Moi, ce qui est un phénomène qui était important dans cette élection, c'est le nombre effectivement de candidats qui ne revendiquaient pas d'étiquette. Vous les qualifiez de citoyens, mais il y avait, je crois que dans votre excellent journal, quelqu'un qui disait, pour arriver à repérer les étiquettes politiques, il faut comprendre qu'une liste citoyenne, elle est plutôt de gauche, et une liste de défense de l'intérêt commun, elle est plutôt de droite. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, parce que par rapport au phénomène de 2008 ou de 2014, c'est le nombre de candidats qui choisissaient de dire « je n'appartiens à aucune sensibilité », comme si cela devenait infamant que de porter des idées politiques. Alors qu'il me semble que tout choix municipal révèle une lecture politique. Quand vous choisissez une cantine avec du bio, quand vous choisissez de mettre de la vidéosurveillance, quand vous choisissez je ne sais quel autre équipement, il y a une philosophie politique qui sous-tend la décision. En tout cas, je l'espère. Et donc, je trouve ça... comment dirais-je, inquiétant pour notre démocratie que ceux qui portent des convictions politiques aient le sentiment que ça ne leur porte pas chance devant les électeurs. On va peut-être essayer Renaissance fut un temps et on voit que c'est plus compliqué aujourd'hui en même temps, quoi. Du coup, il faut qu'il y ait des choses qui soient l'état d'originalité dont le fait, c'est la première fois qu'on a un chef de l'État qui ne choisit pas de construire un ancrage local. Aucun de ses prédécesseurs n'avait fait cela. Non, c'est pas nouveau non plus. Si. Oui. Non, mais les listes citoyennes et les partis qui ne sont pas affichés, j'ai connu des élections où le Parti socialiste ne mettait même pas le point et la rose sur ses L'intensité du nombre de candidats qui ne revendiquent pas l'étiquette n'a jamais été aussi fort que cette fois-ci. C'est vrai. Et je trouve pas ça un bon signe. Ça, c'est pas nouveau. Effectivement, il y a une défiance du monde politique. Effectivement, celui qui revendique un parti politique, il risque d'être rejeté. Les Français sont tellement en défiance vis-à-vis des partis politiques dans le pays. Alors, on va faire une petite pause locale pour aller vers le national et on retrouve tout de suite en duplex de Morlaix en direct Marine Leclèche. Salut Marine, est-ce que tu peux justement toi nous faire un